Donc, on avait tracé la série, on avait vu qu'il était intéressant de, voilà, qu'il était intéressant de présenter les données sous la forme d'un tableau dans lequel on mettait les années en ligne et les trimestres en colonne pour repérer les saisonnalités, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a fait. On avait également vu, bon, donc les variations saisonnières, on les avait justifiées comme ça en constatant qu'à chaque fois, c'était au même semestre que le maximum était atteint, d'accord, durant les années. Donc on soupçonne effectivement une saisonnalité. La question après, c'est de modéliser cette saisonnalité. On a tracé la série. Si on regarde les choses, effectivement, il y a une question qu'on doit se poser, c'est celle de la question de savoir comment on va décomposer les choses. Est-ce qu'on va le faire sous la forme d'un modèle additif ou d'un modèle multiplicatif? Donc cette question, c'est celle des variations relatives contre les variations absolues en quelque sorte. Donc c'est un choix de modélisation. Ici, un modèle multiplicatif, ça serait quoi? C'est quoi? C'est un modèle dans lequel on considère que la saisonnalité vient multiplier la tendance et le résidu ou le cycle est lui-même une composante multiplicative, le tout étant exprimé en pourcent. D'accord? Donc la tendance, évidemment, c'est le long terme, c'est la droite, comme ça, je vais tracer comme ça, j'ai l'impression qu'il y a une tendance de croissance. Et ce que l'on voit, c'est qu'autour de cette tendance, on a l'impression, mais c'est une impression, c'est un peu, c'est vraiment assez subjectif. On a l'impression que autour de cette tendance, les fluctuations ont elles-mêmes tendance, c'est pas évident, ont elles-mêmes tendance à en quelque sorte s'amplifier, d'accord? Ici, je vais essayer de tracer ces deux trucs en disant, vous voyez, j'ai tracé la tendance au milieu, comme ça, hein, au feeling, c'est vraiment une question de diagnostic. Et ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que les fluctuations autour, elles ne s'organisent pas parallèlement à la tendance, en quelque sorte, mais elles ont tendance à s'amplifier. Donc ça plaide en faveur d'un modèle multiplicatif. Je ne sais pas bien comment le dire autrement. En tout cas, c'est ce qu'on va faire dans l'exercice. Donc, comme la question, elle est posée après de dire justifier un modèle multiplicatif, c'est comme ça que je le dis. Je dis, on choisit un modèle multiplicatif pour rendre compte de la dynamique de la série, justifier ce choix. Je le justifie en faisant juste ce que je viens de faire, c'est en me disant, bah ouais, il y a une tendance là qui est à peu près au milieu, mais on va voir qu'on la modélise autrement en fait. Et puis après, on a l'impression que vous voyez que les fluctuations vers le haut, elles sont plus fortes que la tendance, quoi, avec une pente plus forte, et vers le bas, elles sont un peu plus faibles. Donc ça c'est pas parallèle, quoi. Si ça avait été un modèle additif, les fluctuations, elles auraient été parallèles à la tendance. On serait resté à la même distance de la tendance. Donc c'est ce qui va justifier un modèle multiplicatif. En même temps, c'est pour ça que je fais le rang-autant qui sera planète, c'est que finalement, c'est un problème de choix de modélisation. Et souvent, c'est un principe général. Quand on fait un choix, on ne le juge pas forcément à ce qu'on obtient au début, mais on le juge aussi au résultat qu'on obtient à la fin en faisant ce choix. Donc éventuellement en comparant les deux types de résultats qu'on peut obtenir. Ce que je veux dire, c'est qu'un bon modèle, ce n'est pas forcément un modèle réaliste au départ, mais c'est un modèle dont les implications sont intéressantes. Donc c'est un choix de modélisation. Donc on a justifié ce choix de cette manière-là. Donc maintenant, une fois qu'on a assumé ça, c'est comme ça qu'on va construire les choses. Alors, première question, on cherche à déterminer la tendance générale de la série. Sous Excel, est-il pertinent d'ajuster une tendance linéaire des moindres carrés? Donc, je l'ai fait sur Excel. Donc, rappelez-vous, ajuster une tendance linéaire des moindres carrés sur Excel, c'est faire un clic droit sur Excel et lui demander de trouver la droite. YT égale A plus B fois le temps, d'accord? Et c'est cette droite-là. Et de trouver le A et le B qui minimisent les carrés des distances. Je l'écris comme ça, qui minimisent les carrés des distances. Qui fait que l'ajustement est le meilleur possible. Donc cette droite, c'est la droite des moindres carrés et c'est celle qu'on a estimée ici et que j'ai reproduit ici sur ce dessin-là parce que ce dessin, je l'ai fait sur Excel. Donc j'ai fait un clic droit et j'ai cette droite-là. Bon, est-ce que cette droite est bien ou pas?
franchement, c'est pareil. Là, si je me gratte la tête, c'est qu'en fait, j'ai un petit peu du mal à répondre à la question. Je vois que dans la suite de l'exercice, on va faire une moyenne mobile. C'est donc finalement, c'est pas la solution qu'on retient. Quelquefois, ça peut être intéressant quand on fait un exercice de regarder pas la question auquel on répond, mais de regarder la question suivante pour comprendre la réponse à la question précédente, d'accord? Vous voyez bien ce processus-là. Là, on peut dire, c'est une question de choix de modélisation. Moi, je ne sais pas, peut-être que la droite des moindres carrés, elle est faite de manière à minimiser la somme des carrés. Donc vous dites, ah bah oui, regardez, on dirait qu'elle est un peu haute. D'accord? Je sais pas, les fluctuations vers le bas sont plus éloignées que les fluctuations vers le haut. Ce qui est vrai, mais en moyenne, ces fluctuations, elles sont nulles, par construction. D'accord? Donc c'est un peu un effet d'optique. Hein. C'est parce que, je ne sais pas d'où vient l'effet d'optique, mais il y a un peu un effet d'optique. On a l'impression qu'effectivement, il y a plus de points bas qui sont plus bas que la droite des moindres carrés. Mais ça me semble être un peu un effet d'optique parce que, bien sûr, la droite des moindres carrés, elle est telle que, enfin, j'allais dire, la surface qui est là, tout ça là, toutes ces surfaces-là, qui sont au-dessus ou en dessous, elles s'annulent. D'accord? La droite des moindres carrés, elle a quand même cette propriété un peu minimale. Elle n'est pas n'importe quoi. D'accord? Tous les points qui sont... Toutes les surfaces que je viens ici de mettre en avant, elles ont une somme nulle. Vous êtes autant de fois au-dessus qu'en dessous, en termes de surface, puisque c'est... On regarde le carré. Donc... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite des moindres carrés, elle passe par le point moyen, en fait. Elle passe par le point moyen, nécessairement. Et donc, elle est telle que, effectivement, si vous faites la somme, non pas des carrés, mais la somme des écarts en valeur absolue, la somme des écarts en plus et moins, d'accord, vous allez trouver 0 par construction de la droite des moindres carrés. C'est assez bizarre de faire une droite des moindres carrés qui serait telle qu'on n'ait pas cette propriété-là. Donc, que ce soit plus en haut ou en dessus, c'est peut-être un peu une illusion, mais peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas très satisfaisant ici dans cette représentation. Donc, est-il pertinent? Pourquoi pas? Je vais vous dire, j'en sais rien. Pourquoi pas, mais c'est pas ce qu'on va faire. Donc, non, mais ça aussi, c'est un problème de choix de modélisation. La droite des moindres carrés, elle a un problème, c'est qu'elle est très rigide, en quelque sorte. C'est ça, elle est rigide. Ok? Donc, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question, mais ce qu'on va me dire, c'est que... Alors, pourquoi là je suis content? Je ne sais pas pourquoi je suis content. Je sais pas. Est-il pertinent d'ajuster une tendance linéaire des moindres carrés? Bah oui, pourquoi pas. Enfin, ça va être parce qu'il y a du pour et du contre. Je sais pas, je vais pas assez regarder mes transparents ce matin. Peut-être parce que vous étiez encore au Medellin hier soir. Mais non. Bon, ok. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que, en fait, pour calculer la tendance, on ne va pas faire... Est-ce que c'est clair, la droite des moindres carrés pour tout le monde, ce que ça représente? Non, mais ne me dites pas non si vous n'êtes pas au courant. Non, mais qu'est-ce qui n'est pas clair? C'est quoi? Non, mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous savez, c'est un peu comme chez le médecin. Si j'ai mal, vous avez mal où? Si vous me dites j'ai mal, moi je vous dis, bah, c'est dans la tête. Hein. Oui, qu'est-ce que vous n'avez pas? À quoi elle servait? Ah non, parce que là, vous avez dit que ça permet de modéliser. Ben, la question qu'on se pose, ça renvoie à quoi elle sert. Ce que l'on cherche à faire, c'est à extraire des composantes dans la série, à décomposer la série en un mouvement de long terme qui est la tendance, des saisonnalités qui sont liées au passage des saisons, et puis un dernier élément qui est ce que j'appelle le cycle ici, qui est finalement le résidu, parce que si je dis que cette relation est exacte, ce qui n'est pas de la tendance, ce qui n'est pas de la saisonnalité, c'est le reste. C'est le résidu, c'est le cycle. Pourquoi on fait ça? Je ne sais pas si vous avez vu mon exercice de projection de la pomme. Vous êtes venu au cours mardi? Ouais. Non mais... Ah. D'accord, donc je ne peux pas vous reprocher de ne pas être venu à mon cours mardi. Par contre, vous pouvez regarder la vidéo. À quoi ça sert de faire ça? Il y a un usage qui est évident, qui est à la fin, qui est peut-être un peu fait rapidement. C'est que, ce qui peut être utile, pourquoi on étudie une série temporelle? Parce qu'on veut que le passé nous aide à prédire l'avenir, d'une certaine manière. On pense qu'il y a quelque chose de régulier dans la série. Et donc on cherche une régularité dans la série. Mais la série, elle ne peut pas être parfaitement régulière. Il y a des aléas climatiques, il y a des trucs qui ne se reproduiront pas, il y a du hasard. Mais il peut y avoir des mouvements un peu systématiques. Donc la tendance, on le voit comme un espèce de mouvement systématique de croissance. Le cycle,
la saisonnalité, on le voit comme un truc systématique qui fait que au mois d'août, le prix du cabillaud est tout le temps le plus haut, d'accord? Donc ça va se reproduire chaque année. Et c'est pareil pour la pomme. Donc si on cherche à prévoir le prix le mois suivant ou le trimestre suivant ou dans un an, finalement, regardez, ce modèle, il va nous servir à ça. La tendance, elle est un peu prévisible, quoi, puisque elle augmente. Donc, on peut penser que ça va continuer à augmenter. On peut penser ça, c'est pas sûr. D'accord? La saisonnalité, c'est systématique, le fait que ce soit au trimestre de je ne sais combien, que le maximum est atteint. Le cycle, c'est plus compliqué. Je ne sais pas très bien ce qu'il est. C'est ce que je n'arrive pas bien à modéliser. Donc, la manière de faire une prédiction, c'est d'utiliser ce que je peux prévoir. Et ce que je peux prévoir, c'est 1, prolonger la tendance. D'accord? Je prolonge la tendance. 2, tenir compte de la saisonnalité. Parce que je sais que systématiquement, j'ai observé qu'au, je ne sais plus si c'était au premier ou au troisième trimestre, d'accord, c'était plus haut ou plus bas. Donc c'est pour ça que je fais ça. Donc j'ai besoin d'une tendance. Maintenant, la tendance, comment je la calcule? La tendance, elle exprime une espèce de tendance longue. Vous voyez, j'arrive même pas à le dire. Parce que elle exprime une tendance longue, ça ne veut rien dire. Elle veut exprimer le long terme. Une manière de le faire, c'est d'essayer de mettre une droite, une fonction déterministe du temps, qui va exprimer la tendance de cette manière-là. D'accord? Donc c'est pour ça que je cherche à faire la tendance. Tendance des moindres carrés. Je le redis une dernière fois pour faire plaisir à monsieur, et pour faire à d'autres. D'accord? C'est un problème d'ajustement. Vous avez des points et vous voulez faire passer une droite au milieu de points. Ok? Vous voulez faire passer une droite au milieu de ces points. Ok? Vous avez ces points. Vous voulez faire passer une droite au milieu de ces points. Qu'est-ce que vous allez choisir comme droite? Donc, ce que vous allez faire, c'est faire passer une droite, c'est quoi? C'est faire passer un truc qui soit, je sais pas, voilà une droite qui passe au milieu de ces points. Voilà une autre droite qui passe au milieu de ces points. Une autre droite qui est un peu moins pentue qui passe au milieu de ces points. D'accord? Tout ça, vous allez me dire, mais ça pourrait être des tendances potentielles. La première, la tendance plate, qui passe au milieu du point. Vous constatez que mes trois droites que j'ai tracées comme ça un peu au hasard, elles se croisent quasiment, presque tous au même endroit. Parce qu'elles se croisent toujours à la moyenne. C'est une propriété que vous pourriez montrer dans l'ajustement des moindres carrés. La droite plate, regardez la droite plate, c'est la moyenne de la série. Ça pourrait être à peu près la moyenne de la série. Vous dites la série est constante et ça c'est sa moyenne. Elle ne capture pas la tendance, le fait que ça augmente. D'accord? L'autre droite, les deux droites qui montent, à quel rythme il faut les faire monter? On aurait pu faire une droite qui descend. Est-ce que c'est pertinent? C'est pas pertinent. Donc, ce que vous allez faire, ce que me dit les moindres carrés, c'est que vous allez choisir la droite. Donc, choisir une droite, c'est choisir un A et un B. Puisque une droite, c'est A fois BT. C'est un ordonnée à l'origine et une pente. Le coefficient B, d'accord, c'est la pente. Donc, il faut choisir le A et le B. Et bien, vous allez choisir le A et le B, quoi, c'est Excel qui va le faire. L'idée, c'est de choisir le A et le B tel que sur toutes mes dates, d'accord, donc j'ai tes dates, la somme des écarts entre la donnée et la tendance au carré. Donc, vous voyez, c'est ça un écart. C'est ça l'écart. D'accord? Vous allez prendre cette somme au carré pour toutes les dates. Donc, pourquoi je la prends au carré? Parce que des fois c'est au-dessus, des fois c'est en dessous. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de le faire aussi bien quand c'est au-dessus qu'en dessous. Vous allez choisir le A et le B de manière à ce que cette somme, la distance au carré qui sépare la droite, soit la plus petite possible. C'est faire ce qu'on appelle un ajustement. C'est faire un ajustement. Donc, évidemment, si vous le demandez de le faire à Excel, vous voyez qu'il faut choisir le A et le B. Toutes ces droites, vous pouvez montrer qu'elles sont telles qu'elles passent par le point moyen. Ça serait une propriété. On ne cherche pas ici à démontrer des propriétés. Bon, peut-être un tort. Donc, on ne passe pas trop de temps. Donc, après, Excel, il va le faire. Excel, il va le faire. Il va le faire comment? Il va le faire en faisant un clic droit sur Excel. Il va le faire très simplement. Je peux le faire caché open board. C'est quoi Excel? Mon Excel, il est là. C'était quoi? C'était DE3 1819 JG. Ah non, ça c'est on est à la DE4. C'est ça, d'accord? Ok.
Ça, c'est mes données. Je les ai. Elles sont où les données? Elles sont là. D'accord? Ok, je supprime ça, puisque c'est précisément la tendance. Ça, c'est aussi une tendance. J'ai ça, c'est mes données. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma souris. Je clique sur la série. La série, vous voyez, elle se met en brillance. Je fais un clic droit. Et là, on me dit quoi? On me dit ajuster une courbe de tendance. Je clique sur ajuster une courbe de tendance. D'accord? Et là, hop, on me dit qu'est-ce que vous voulez comme tendance? Tendance linéaire. Linéaire, c'est A plus BT. On l'a vu la semaine dernière. Donc je vais mettre linéaire. Et puis on me dit aussi, en dessous, il y a un truc, afficher l'équation sur le graphique. Comme ça, j'aurai l'expression analytique. Ça y est, Excel, il l'a fait automatiquement. D'accord? J'ai l'expression, il l'a fait. C'est comme ça que j'ai trouvé la tendance des moindres carrés. Évidemment, le jour de l'examen, on ne va pas vous demander de calculer le A et le B. D'accord? Mais peut-être qu'il y aura un dessin et on vous dira le A vaut tant et le B vaut tant. Je ne sais pas s'il y a une valeur négative que vous repériez que le B, c'est la pente de la droite. La pente de la droite, c'est son augmentation. Ok. Donc voilà comment je l'ai fait. Maintenant, je reviens à l'endroit où j'en étais. Donc, évidemment que le résultat, c'est plutôt une droite qui va monter comme ça, qui va passer au milieu. C'est celle que j'ai montrée dans le dessin suivant, me semble-t-il. D'accord? C'est plutôt celle-là, voilà. Elle est comme ça, c'est celle que j'ai calculée sur Excel. Ok. Donc maintenant, on nous dit non, mais en fait, cette tendance, c'est peut-être pas la bonne manière de le faire. La tendance des moindres carrés, elle a un problème, c'est qu'elle est un peu rigide. Elle ne s'adapte pas beaucoup à l'évolution de la série. Et puis elle a un autre problème, éventuellement aussi, c'est que vous pourriez me dire, finalement, si on cherche à faire un exercice de prévision, peut-être que les dernières réalisations de la série ont plus d'importance pour déterminer le futur que les réalisations éloignées. On aimerait bien peut-être pondérer, mettre plus de poids sur les données les plus récentes. C'est pas ce que fait la droite des moindres carrés. La droite des moindres carrés, elle traite de la même manière tous les écarts au carré, d'accord? Donc, une manière alternative de faire, c'est une moyenne mobile. Qu'est-ce qu'une moyenne mobile? Une moyenne mobile, c'est, vous prenez, alors la série, excusez-moi, elle ne s'appelle pas YT, elle s'appelle XT. Donc ça, vous êtes à la date T, d'accord? Et vous allez prendre des valeurs avant et des valeurs après. Évidemment, cette moyenne mobile, elle doit avoir un nombre impair de termes. Pourquoi? Parce que vous voulez qu'elle soit centrée sur XT. D'accord? Donc vous allez prendre deux valeurs avant, deux valeurs après. Ou une valeur avant, une valeur après. Ou 5 valeurs avant, 5 valeurs après. Mais ce que vous voulez, c'est que ce soit centré. D'accord? Donc c'est normal qu'il y ait un nombre ici, il y en a 5. Il y a un nombre impair de termes qui sont impliqués dans la moyenne mobile. Vous faites une moyenne, et cette moyenne, elle est mobile parce qu'à chaque date, vous vous décalez de manière à calculer la moyenne. Vous observez aussi qu'un autre point, c'est qu'ici, on n'a que 12 ou 13 données, je ne sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 12, d'accord? Donc T va de 1 à 12. Évidemment, la moyenne mobile, comme vous voyez qu'elle implique des termes qui sont décalés soit vers le passé, soit vers le futur, les données T vont de 1 à 12, d'accord? Vous avez bien 12 données, ce qui est peu, hein, pas beaucoup, mais c'est un exercice. Mais la moyenne mobile, vous pouvez la calculer que sur de t égale 3 à 10. Parce que pour x1, vous ne disposez pas de x0 et de x-1. D'accord? Donc la moyenne mobile, elle est calculée de cette manière-là. Pourquoi ça utilise une tendance? Parce que, je ne sais pas, une bonne propriété d'une tendance, c'est qu'elle lisse. Elle donne lieu à des évolutions qui sont moins comme ça. D'accord? Donc la propriété qu'on en attend, c'est que en faisant la moyenne, on va lisser les évolutions. D'accord? Et donc, c'est en cela qu'il s'agit d'une manière de calculer une tendance, parce qu'on a l'impression que ça va lisser la série. Et on va voir que c'est vrai. D'accord? Donc la moyenne mobile, elle lisse la série. Ensuite, vous pourriez me dire, mais cette moyenne mobile, on va mettre des pondérations. Qu'est-ce qu'on va mettre comme pondération? Est-ce qu'on équipondère? C'est-à-dire, par exemple, ici, il y a 5 termes. On pourrait mettre... Pourquoi il y a cette histoire de 1 quart, de 1 demi, là? Pourquoi c'est pas 1 cinquième? Pourquoi c'est pas 1 cinquième? On aurait très bien pu prendre une moyenne mobile équipondérée. Pourquoi c'est pas 1 cinquième? Oui?
C'est ça, non mais, d'accord. Mais pourquoi, du coup, pourquoi on surpondère? Pourquoi on sous-pondère le premier et le dernier? Pourquoi on prend cette forme un peu compliquée de un quart, de un demi, machin? On pourrait prendre un cinquième. Pourquoi on ne prend pas un cinquième? On est d'accord, on aurait pu prendre un cinquième devant et mettre un 1. On aurait pu prendre une moyenne pondérée, équipondérée. Quand je dis équipondérée, ça veut dire avec les mêmes pondérations. Là, vous voyez, on met plus de poids sur les deux termes du milieu par rapport aux deux termes terminaux. Mais pourquoi? Pourquoi on fait ça? Oui, allez-y. C'est juste pour donner plus d'importance aux termes autour de la nature. Donc on peut ici déterminer une tendance. Ok, autre réponse? C'est presque ça. Ça, c'est un peu la même réponse que celle qu'on a précédemment. La réponse la plus proche, c'est celle que vous avez donnée, mais moi je la dirais de manière un peu différente. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que quand vous faites une tendance, dans la tendance, on ne veut pas récupérer la saisonnalité. Justement, la tendance, elle doit enlever la saisonnalité, puisque l'idée, c'est de décomposer la série. C'est d'enlever dans la série le mouvement saisonnier. D'accord? Ok? Le problème, c'est que dans l'année, il n'y a que 4 trimestres. Il n'y a que 4 trimestres. Et ma tendance, elle est nécessairement d'un nombre impair. Ça veut dire que si j'avais pris les mêmes pondérations, si vous prenez par exemple, je sais pas, on est au premier trimestre, et si je prends les mêmes pondérations, vous voyez que avant le premier trimestre, il y a le trimestre 4 et le trimestre 3. Très bien. Et après le premier trimestre, il y a le trimestre 2 et le trimestre 3. Vous voyez bien que le trimestre 3, il apparaît 2 fois dans le calcul. Or, si la valeur au trimestre 3, elle est plus élevée parce que le trimestre 3, c'est le trimestre où justement, ou moins élevé, c'est le trimestre où il y a le plus de saisonnalité, vous voyez bien qu'en faisant ce calcul, et en ayant pris les équipondérations, vous metteriez plus de poids sur le trimestre 3, et donc vous captureriez encore de la saisonnalité dans le calcul de la tendance. Donc si on fait ça ici, c'est parce qu'il n'y a que 4 trimestres dans l'année, d'accord? Donc la tendance, la saisonnalité, elle ne se réalise que sur un nombre. On aurait pu avoir 5 trimestres, dans ce cas-là, le problème serait posé de manière différente. S'il y avait eu 5 trimestres dans l'année, bon, c'est pas la réalité, mais on pourrait très bien avoir un nombre impair aussi de périodes. C'est le cas dans une semaine. Si vous faites un effet journalier, vous voyez bien, il y a 7 jours dans la semaine, d'accord? Mais le problème, c'est que comme vous faites tendance moyenne mobile, il faut prendre quelque chose qui soit centré sur la variable. Donc nécessairement qu'il y ait un nombre impair de termes. Et comme la saisonnalité, elle se distribue sur un nombre pair de trimestres, et bien, si vous faites un nombre impair et que vous mettez les mêmes pondérations, vous allez récupérer 2 fois le même trimestre. Donc, eh ben regardez, si vous prenez un demi et un demi des deux côtés, eh ben mon fameux trimestre 3, d'accord? Bon, si on est au T1, le fameux trimestre 3 que je comptais, que je comptais 2 fois, d'accord? Que je comptais 2 fois, une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière, eh ben en fait je le compte qu'une seule fois parce que je le neutralise entre les deux, d'accord? Un demi, un demi. Et donc, si on a cette forme, c'est pas pour embêter l'étudiant, c'est parce que le problème, c'est qu'il y a un nombre pair de trimestres et que la moyenne mobile doit impliquer un nombre impair de termes. Il y a un nombre pair de trimestres dans l'année et la moyenne mobile doit impliquer un nombre impair de trimestres. Si on avait eu, évidemment, si on avait pris une moyenne mobile d'ordre 3 avec uniquement 3 termes, quelle erreur on aurait fait? Imaginez quoi. On aurait oublié l'impact d'un trimestre et du coup, l'impact de ce trimestre qu'on aurait oublié, on n'aurait pas enlevé la saisonnalité, serait apparue de manière implicite. Cette moyenne mobile, elle a l'intérêt, c'est que s'il y a une saisonnalité, elle la fait disparaître. Parce que justement, elle permet de calculer 2 fois le trimestre 3. Donc si on avait pris un truc avec 3 termes, bah, évidemment qu'on aurait gardé de la saisonnalité dans la tendance. Donc la bonne manière de faire, c'est bien comme ça. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Effectivement, vous avez raison, mais plus de poids sur les termes qui sont proches. Mais la raison de fond, ici, c'est ça. C'est que si on avait mis la même poids, eh ben on aurait compté 2 fois le trimestre 3, et donc on n'aurait pas enlevé toutes les saisonnalités. D'accord? Donc, justifier le terme moyenne mobile centrée d'ordre 4, elle est centrée. Ordre 4, c'est comme ça, c'est ordre 4. J'ai une polémique avec eux. Moi, je ne suis pas d'accord sur le thème ordre 4. Je ne comprends pas. Moyenne mobile centrée d'ordre 4, c'est comme ça que vous l'avez appris, d'accord? Elle est centrée, d'accord?
Elle a 5 termes et donc elle est d'ordre 4. Moi, j'appelle ça, si vous voulez, ça, mathématiquement, ça s'appelle un filtre moyenne mobile linéaire d'ordre 5, non équipondéré. Maintenant, j'ai essayé de convaincre mes collègues d'appeler ça comme ça, j'ai pas réussi. Il y a un moment où je ne veux pas discuter, je ne veux pas apparaître comme quelqu'un mais je le dis quand même. Bon. Comment cette tendance a-t-elle éliminé la saisonnalité? C'est le sens de la question que je pose après. On l'a éliminé parce qu'on a mis justement un demi, d'accord? Et donc on a bien moyenné sur 4 trimestres, d'accord? Sur 4 trimestres, on a mis autant de poids sur chacun des trimestres en fait. Et pour le faire, comme elle est centrée, il y a un nombre impair de termes, on a dû mettre ce 1 demi, 1 demi. Et ça marche, mon histoire de T1, T3, etc. Ça marche pour chaque trimestre. D'accord? Ça me permet de régler ce problème-là. Donc cette tendance, elle a éliminé la saisonnalité, parce que précisément, elle a compensé les saisonnalités sur l'année. D'accord? Puisqu'elle implique 4 trimestres. En fait, elle implique 5 trimestres, mais avec 1 demi sur le même trimestre, qui serait le T3, etc. Donc elle a bien fait ça. Donc ensuite, il faut la calculer. D'accord? Donc on est d'accord que pour la calculer, il faut être un peu courageux, c'est un peu pénible. Hein. Vous voyez, donc on est d'accord que là c'est la moyenne mobile centrée d'ordre 4, on l'appelle ZT. Bon, peut-être que j'aurais dû l'appeler TT, ou je sais pas, enfin, d'accord, c'est bon, ZT, excusez-moi. Ok, on est ok que pour les deux premières valeurs, on n'est pas capable de la calculer, puisqu'on n'a pas les valeurs avant. Donc ensuite, on doit la calculer. Donc dans cette case, par exemple, je ne vais peut-être pas faire pour toutes les cases. Dans cette case, on va prendre quoi? On va prendre un quart de quoi? De celle qui est le plus éloignée, un quart de 1 demi de 30, d'accord? Donc ça fait 15, on est d'accord? Plus 40, plus 30, puisque là c'est la valeur là, plus 50, plus 1 demi de 20, plus 10. D'accord? Donc ça nous fait du 15 plus 40, 55, 85, 135, 145, un quart de 145, ça fait combien vous dites? 36,25, très bien. Ok. Donc vous avez compris comment la calculer? Je vais simplement appliquer la formule. Une formule, on me dit c'est un quart de 1 demi de l'observation qui est 2 fois moins, donc c'est-à-dire 30 divisé par 2. 15, c'est 30 divisé par 2, j'aurais peut-être dû le mettre comme ça. Après, on met plus xt moins 1, donc 40, plus xt, plus 30, plus xt plus 1, 50, plus 1 demi de 20, d'accord? Et on obtient 36,25. Ok? Donc, on complète de cette manière-là le tableau. Évidemment, combien vous avez trouvé là? 37,75. Ok. Ensuite 40. Encore. Là. 42,5. Là. Ok. Là. 50. Là. Là. Okay. Là, on ne peut pas les calculer de la même manière. D'accord? On peut le calculer que de t égale 3 à 10. D'accord? On peut calculer que de t égale 3 à 10. Ok. Donc, on a calculé la moyenne mobile. Donc, je regarde ce que j'ai fait. Bon, j'espère que je vais trouver comme vous. Moi, je l'ai fait sur Excel, donc évidemment. Ok, donc on a la moyenne mobile, c'est ce qu'on a trouvé. Peut-être que, après, on regardera les autres résultats. Hein. Si je la représente dans ce dessin-là, alors le problème, c'est qu'il y a la série CVS. Mais vous voyez, la moyenne mobile, bon, vous oubliez la courbe bleue, d'accord? Vous oubliez la courbe bleue. On l'interprétera après. La moyenne mobile, que l'on peut calculer que de t, c'est ça, hein? Vous voyez, malheureusement, on ne peut pas la calculer sur tout l'échantillon.
la moyenne mobile, elle est en noir. D'accord? Donc vous voyez, elle a cette propriété qui est que par rapport à la série qui est en rouge, eh ben, elle nous permet de, voilà, de saisir l'augmentation de la série, mais pas par un truc très rigide qui serait cette droite des moindres carrés, mais par quelque chose qui est plus adaptatif, on va dire. C'est pour ça qu'on appelle ça un filtre. Parce qu'on filtre la série et on récupère dans la série un mouvement qui est un mouvement de long terme. Bon. Après, vous allez me dire, bah oui, mais bon, voilà, elle est comme ça, cette tendance. Elle a un problème parce que vous voyez bien que sur les 3 dernières données et les 3 premières, on n'est pas capable de la calculer. Donc ça, c'est quand même un inconvénient par rapport à la droite des moindres carrés. D'accord? Ok. Donc, on a calculé cette moyenne mobile, cette tendance. Donc la tendance, on appelle ça ZT ou TOT, donc appelons ça TOT. Je vous en prie, bien sûr. Je ne vais pas vous demander d'attendre la fin du cours. Mais vous pouvez rester si vous voulez. C'est un étudiant de master. Je ne pense pas que ça va beaucoup l'intéresser. D'accord. Donc la tendance calculée par la moyenne mobile, d'accord, c'est TT. Ok, c'est en noir. Okay. Donc maintenant, évidemment, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de modéliser. Vous avez oublié votre casque? Vous avez oublié votre casque? Ok. Vous êtes un peu en retard. La tendance, le TT, c'est la moyenne mobile, d'accord? Et moi, ce que je veux, c'est regarder ensuite l'écart qui me sépare de la tendance. Pourquoi? Parce que ma série XT, rappelez-vous que je lui applique un modèle multiplicatif. Donc c'est ça que je cherche à obtenir comme résultat à la fin. Donc vous voyez bien que l'écart à la tendance, ou ce que j'appelle le ratio entre XT sur TT, c'est exactement ce qui n'est pas dans la tendance. Et ce qui n'est pas dans la tendance, c'est la saisonnalité et le cycle. D'accord? Donc, moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est quoi XT sur TT? C'est simplement la position relative de la série par rapport à la tendance. Et on est d'accord que XT sur TT moins 1, ok? XT sur TT moins 1, c'est l'écart en pourcent séparant XT et TT. Donc des fois cet écart il est, ici vous voyez là l'écart il est négatif, mais bien sûr il y a d'autres fois où il est positif. Et on a l'impression qu'il va y avoir autant de fois où l'écart est négatif ou positif, puisque la tendance elle passe au milieu de la série. Donc moi ce qui m'intéresse c'est que j'ai fait ma première étape, j'ai enlevé la tendance. Une fois que j'ai enlevé la tendance, eh ben, ce qu'il faut que j'analyse, c'est ça. Ce qu'il faut que j'analyse, c'est ça. C'est les écarts relatifs à la tendance. Ok? Et pourquoi il faut que je les analyse? Parce que dedans, je veux repérer des saisonnalités et du cycle. Enfin, je veux repérer des saisonnalités, clairement. D'accord? Et c'est pour ça que je le fais. Donc, la question qu'on va me poser maintenant, c'est on va me dire, ok, très bien, vous avez déjà enlevé la tendance, c'est fait. Maintenant, vous allez récupérer les écarts à la tendance et vous allez regarder ce qu'il y a dans les écarts à la tendance. Est-ce qu'il y a des saisonnalités? Est-ce qu'il y a du cycle? Ok? Donc c'est ça le sens de l'exercice. Et donc repérer les saisonnalités, c'est repérer dans ces écarts à la tendance quelque chose qui se reproduirait de la même manière tous les mêmes trimestres de la même année, des années différentes. Donc c'est ce que je fais là. Ok, la question qui est posée c'est compléter dans le tableau ci-dessous la colonne 2, position relative à la tendance. Donc la position relative à la tendance c'est XT sur TT, d'accord? En calculant le ratio XT sur TT. Donc c'est ce qu'on fait. Donc pour faire ça, il suffit juste que dans ce tableau, évidemment, ça c'est un peu embêtant. C'est que sur les 2 premières données, on ne peut pas le calculer puisqu'on ne connaît pas la tendance. D'accord? On ne peut pas le calculer. Et ensuite, vous voyez que vous allez calculer l'écart. Vous allez calculer l'écart. Vous voyez qu'à la première date, c'est 36,25 la tendance et c'est 30. Donc vous faites 36,25 divisé par 30. Ce qui fait combien? D'accord, donc on est d'accord que ce qu'on va faire, c'est bien un écart qui est négatif. Hein. Donc on fait bien XT sur TT. Donc on fait 30 divisé par
36,25 et vous trouvez combien? 0,83. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est 17% en dessous de la tendance. Puisque 0,83, si on est sur la tendance, ça serait 1. On est OK? Donc là, on est à 0,83. Donc ça veut dire que la donnée, elle est 17% en dessous de la tendance. OK? Et puis, on est capable de le faire pour tous. Donc comment on fait? Là, on trouve combien? Là, on est au-dessus de la tendance. Donc cette fois, ça va être 1, quelque chose. Ça fait 1, combien? 21, 29. OK. Là, c'est 40 sur 20. Donc là, vous voyez, c'est 2. C'est ça, hein? Non, c'est 1,5. C'est 1,5, hein, c'est ça? 0,5. On est 50% en dessous de la tendance. Là, c'est 40 sur 70. Donc 70 sur 40. Donc on est au-dessus de la tendance. Combien? On est 75% au-dessus. Là, on est très très en dessous. D'accord? On est à combien? 0,24. On est 76% en dessous de la tendance. On est vraiment très très loin. Là, on est à 1,6, 60% au-dessus de la tendance. Là, on est en dessous, 0,4. 1, combien? 39. 39% au-dessus de la tendance. Et là, évidemment, on peut le calculer. Donc, maintenant, si vous regardez ces coefficients-là, c'est là où vous pouvez juger les saisonnalités. Vous voyez que si vous regardez le trimestre 3, bon, des trimestres 3, on n'en a que 2 réalisations. C'est là où l'exercice touche un peu ses limites, c'est qu'on a tellement peu de points que c'est un peu compliqué. Mais on nous demande de faire l'exercice. Donc regardez, au trimestre 3, on est 17% en dessous et 76% en dessous. Donc dans le trimestre 3, c'est pas un très bon trimestre, hein, c'est un trimestre un peu en dessous. Trimestre 4, pardon, on est 29% en dessous, au-dessus, d'accord? Et c'est trimestre 4, hein, 29% au-dessus et 60% au-dessus. Donc c'est plutôt un trimestre, on est tout le temps au-dessus. Trimestre 1, on est tout le temps en dessous, d'accord? 50% en dessous, 60% en dessous. Et trimestre 2, on est tout le temps au-dessus, 75% au-dessus et 39% au-dessus, d'accord? Donc il y a bien cette idée qu'il y a une saisonnalité. Maintenant, comment on peut la reconstituer? Ça, c'est une grande question. Comment on peut trouver un coefficient saisonnier? Ben, ce que je vous propose de faire, alors après, on peut discuter de ça, c'est que, vous voyez, la logique, ça serait de se dire, qu'est-ce qu'on voit? Au trimestre 3, on est 0,83, si je prends le cas du trimestre 3, on est à 0,83, c'est-à-dire, je le mets ici, hein, ça va être un peu le bazar, on est au trimestre 3, on est à 0,83, c'est-à-dire on est à moins 17%. Ok, c'est ça que ça veut dire. On est en dessous de la tendance la première année. Et puis la deuxième, on est à moins 76%. 0,24. D'accord? Donc c'est un peu dramatique. Moins 77%. Alors, on est tout le temps en dessous. Alors vous allez me dire, ah oui, mais 17, c'est vraiment très éloigné de 76, etc. Bon, une technique, et c'est la technique qu'on met en avant pour désaisonnaliser ici, c'est une technique, on appelle la technique, je crois, de Buy-Ballot, de statisticien. La technique, c'est d'essayer de prendre en fait une forme de moyenne de l'écart à la tendance. D'accord? Maintenant, quand je dis une forme de moyenne, vous allez me dire, mais cet écart à la tendance, c'est un écart relatif. Donc la moyenne qu'il faudrait prendre, est-ce que c'est une moyenne arithmétique? Est-ce que je vais faire la moyenne de 0,83 et de 0,24 en prenant le milieu des deux, c'est-à-dire, ça ferait quoi? Ça ferait 0,535. D'accord? Je peux prendre une moyenne géométrique? Bon, très compliqué. On va prendre la moyenne arithmétique. C'est peut-être pas très très rigoureux. Donc on va dire, vous voyez, au trimestre 3, en moyenne, on est 0,83 plus 0,24, ça fait 107, d'accord? Donc en moyenne, on est à 0,535. C'est-à-dire, on est à, en moyenne, à moins 46,5% de l'écart, d'accord? Donc, du coup, j'en déduis que, je vais dire ça, je vais dire, le coefficient saisonnier
du trimestre 3, d'accord, c'est être à 0,535 de la tendance. C'est-à-dire en dessous de 46,5, c'est 46,5, c'est ça, ouais. 46,5% en dessous de la tendance. Ok? Ça c'est pour le T3. Pour le T2, le T4, pardon, c'est le suivant. Je regarde là. T4, vous voyez, j'ai 1,29, ok, c'est-à-dire 29% au-dessus de la tendance. Et puis l'autre T4, il est à 60%. D'accord? Est-ce que j'ai un dernier T4 ou pas? J'en ai que deux, des T4. Donc, je vais prendre la moyenne. Et la moyenne, c'est quoi? C'est 1,29 et 1,6. Entre les deux, ça fait du 2,89. Donc, ça fait du 1,445. En moyenne, au T4, je suis à plus 44,5% au-dessus. D'accord? Au T2, d'accord, les T2, j'en ai deux valeurs. J'ai 1,75 ici et 1,39. 1,75, 1,39. Je prends la moyenne. Donc ça fait du 3,14. T2, ça fait 1,75 et quoi? Et 1,39. Ça fait du 3,14 et donc ça fait 1,57. 1,57, d'accord? En moyenne, je suis plus 57%. Et puis il me reste le T1. Le T1, vous voyez, c'est 0,5 et 0,4. Donc pour le T1, ça va être 0,45, on est d'accord? C'est-à-dire moins 55%. Ok? J'ai pris l'écart moyen au sens arithmétique. Un étudiant l'année dernière, il me dit mais votre méthodologie elle n'est pas très bonne. Non, mais il avait raison. Il dit elle n'est pas très bonne parce que comme c'est des écarts relatifs, on ne devrait pas prendre la moyenne arithmétique. On sait très bien que la moyenne d'un taux de croissance, c'est pas la moyenne arithmétique des taux de croissance, donc votre technique elle n'est pas très bonne. Bon, l'important c'est de comprendre l'état d'esprit. Il avait tout à fait raison. Moi j'aurais eu tendance de lui dire la chose suivante. À partir du moment où vous choisissez un modèle multiplicatif, d'accord, pour ne pas se poser ce genre de questions, c'est qu'à partir du moment où vous choisissez un modèle multiplicatif, ne travaillez plus sur le niveau de la série. Travaillez sur quoi? Sur son logarithme. Puisque un modèle multiplicatif se transforme en modèle additif lorsqu'on prend le logarithme. Donc si moi j'avais eu à faire cet exercice, finalement c'est moi qui ai corrigé les questions qu'il y avait. J'aurais dit, ok, on choisit un modèle multiplicatif, donc on prend le logarithme de la série. D'accord? Là, en gros, on est en train de se poser des questions un peu... Mais la méthodologie, elle est assez juste. On a trouvé une tendance. Bizarrement, la tendance, on l'a calculée en faisant une moyenne mobile linéaire. Vous auriez pu me dire, on aurait dû faire une moyenne mobile sur les logarithmes. J'aurais dit, oui, vous avez raison. C'est pas ce qu'on a fait. On a fait une moyenne mobile linéaire, on a récupéré ça, on a des écarts qui sont des écarts relatifs, on prend la moyenne des écarts relatifs. Ok? Donc une fois qu'on a fait ça, on a trouvé, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que 1 plus S1 était égal à combien? 1 plus S2, 1 plus S3, ça c'est les saisonnalités. D'accord? 1 plus S1, c'était combien? On l'a marqué sur le tableau précédent. On avait trouvé combien? Moins quoi? Moins 0,45? 0,45, donc 55% d'écart. 0,45. 1 plus S2. 1, là. 0,535. Et le dernier, c'était 1,440. D'accord? C'est ça qu'on a trouvé. Donc regardez maintenant, ok, on a progressé. On sait que xt sur tt, c'est égal à 1 plus l'effet saisonnier correspondant. Alors attention parce que
Là, quand je mets ST, c'est l'effet saisonnier correspondant au trimestre de l'observation. D'accord? Multiplié par 1 plus le cycle. Ok? Donc, le 1 plus S, c'est le coefficient saisonnier. C'est le coefficient saisonnier. C'est 0,45, 1,57, 0,535, 1,44, selon le trimestre auquel se situe votre observation. Maintenant, on nous dit, voilà, donc déduisons les coefficients saisonniers, expliqués. Donc c'est ce qu'on a fait, d'accord? On nous demande maintenant de calculer la série corrigée des variations saisonnières. C'est quoi la série corrigée des variations saisonnières? C'est la série dans laquelle on a purgé cette évolution des saisons. Donc, la série au départ, c'est XT. Ok? Purger des saisons, c'est constater que si on est au premier semestre, d'accord, il ne faut pas prendre la valeur de XT. Si vous voulez enlever l'effet des saisonnalités, on sait très bien qu'au premier semestre, on est tout le temps 55% au niveau du niveau s'il n'y avait pas de saisonnalité. Donc, corriger des variations saisonnières, c'est enlever la variation de la saison, liée à la saison. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Simplement, la variation saisonnière, c'est quoi? Par définition, c'est vous allez diviser par l'effet saisonnier correspondant à la date en question. Donc, si au premier semestre, systématiquement, la série, elle est 45%, elle est 55% en dessous de sa valeur, d'accord? C'est ce qu'on a vu dans les données. Et bien, on va diviser par 0,55. Donc, on va prendre la série, en fait, on va la multiplier par 1,1. Enfin, on va la diviser par 0,55, ça revient à la multiplier. Enfin, pas par 0,1, par plus de 2. Par plus de 2. Ok? Parce qu'on veut compenser l'écart des saisons. Donc on est d'accord que, vous voyez bien que pour le premier semestre, bien sûr, la série CVS, elle sera nécessairement supérieure à la série elle-même, puisque la saison est défavorable. Pour la série 2, pour le 2, c'est l'inverse. La série CVS, elle est inférieure à la valeur, puisqu'on voit qu'au semestre 2, on est tout le temps 57% au-dessus de la tendance. Et puis pour le trimestre 3, d'accord, c'est pareil que pour le trimestre 1, la CVS, elle est supérieure, d'accord, puisque vous êtes 0,535 en dessous. Donc, si vous voulez corriger des variations saisonnières, il faut compenser ça. Il faut le compenser. Et puis là, au dernier trimestre, XT-CVS, vous voyez, est inférieur à XT, puisque il se trouve que vous avez un effet ici qui est qu'en permanence, on est 44% au-dessus, que la saison apporte 44% de plus. Donc, si vous voulez corriger la valeur de la saison, eh ben, il faut simplement diviser ici la série par l'effet saisonnier. D'accord? Et vous voyez que, évidemment, le rapport avec mon modèle additif qui est au-dessus, c'est que quand vous mettez XT divisé par 1 plus CT, ce qui ne va rester, évidemment, la série CVS, mathématiquement. Ce qui reste dans la série CVS, une fois que vous avez enlevé la variation de la saisonnier, vous avez filtré, vous avez enlevé la saisonnalité, ce qui reste dans la CVS, c'est, comme vous avez enlevé la saison, il reste, regardez toutes les équations qui sont là, il reste que la tendance et le cycle. D'accord? Donc vous avez purgé la série de l'effet saisonnier. Donc si on le fait, c'est ce qu'on a dû faire un peu plus loin, donc moi je sais pas, je vais faire ça là. Donc j'espère qu'on a trouvé la même chose. Hein. Là, vous voyez, on est d'accord, ça c'est les coefficients saisonniers hein, dans ma correction. D'accord? Première année, deuxième année, j'ai fait les trimestres, etc. 45%, j'espère que c'est la même chose que ce qu'on a trouvé. Ok? 144,5. Ça, c'est mes coefficients saisonniers. Ok? Et après, pour avoir la position CVS, eh ben, je prends chacune des données. D'accord? Donc, évidemment, alors, vous voyez bien que pour le premier trimestre 2008, j'ai calculé un coefficient saisonnier. Certes, je n'ai pas pu utiliser cette donnée pour le calculer, mais je connais le coefficient saisonnier du premier semestre. Donc, j'ai aucune raison de ne pas l'appliquer. Donc, vous voyez, ça vaut 30. Et si j'applique un coefficient en divisant par 1,55, avec un écart de 45, quoi, enfin, ça dépend si c'est en écart ou au niveau relatif, ok, j'obtiens 66,66, etc. Donc là, j'ai calculé la série CVS, ici, cette série CVS, on est encore une fois d'accord,
que c'est xt divisé par 1 plus l'effet saisonnier qui correspond à la saison, au trimestre considéré. D'accord? Donc je le note st, mais il faut bien comprendre que cet effet saisonnier il se reproduit de la même manière chaque année, d'accord? Parce qu'il correspond à un trimestre en fait. Donc c'est comme ça que j'ai calculé toutes ces valeurs. Oui? On est d'accord que quand on calcule un coefficient saisonnier, il est relatif à un trimestre. D'accord? Et mon idée, c'est que justement, ça se reproduit chaque année de la même manière. C'est un effet qui est un effet saisonnier. Donc, il n'y a pas, je peux tout à fait appliquer ce coefficient saisonnier qui n'a été calculé que sur 2 années, d'accord? À la première, parce que je dis, bah, j'ai l'information. L'hypothèse que j'ai faite, c'est que j'ai fait que, évidemment, si j'avais plus de données, j'aurais été plus content. Je ne vais pas les donner. Mais là, d'accord, je peux quand même appliquer le coefficient du premier trimestre, parce que ce que je considère, c'est qu'il se reproduit de la même manière chaque année. D'accord? Donc, je peux aussi l'appliquer à la première observation, avec lequel je n'ai pas calculé le coefficient. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. D'accord? Donc, autant je n'ai pas calculé la tendance, autant je peux calculer le XT-CVS en utilisant les coefficients saisonniers que j'ai obtenus pas avec ces données, mais avec les données qui venaient après. Ah bah non! Le premier trimestre, c'est le premier trimestre. Comment ça, n'importe quel? Mais la caractéristique du coefficient saisonnier, c'est qu'en fait, ce que j'ai appelé ici ST, c'est que il ne dépend pas du temps, il dépend du trimestre. On est d'accord? Puisque c'est ça, on veut calculer quelque chose qui se reproduit tout le temps, toutes les années, et qui dépend du trimestre. Donc quand je mets ST, c'est un peu un abus de langage. C'est ST correspondant au S trimestre. Mais chaque année, ça se reproduit de la même manière. D'accord? Donc, au premier trimestre, on est d'accord que les coefficients saisonniers, j'en ai calculé que 4. Je n'ai pas calculé plus. Okay, c'est comme ça que je les ai calculés. C'est l'essence. C'est que j'ai fait la moyenne sur les années. Donc, j'ai toujours la même chose. Donc, c'est pour ça que je peux l'utiliser, y compris pour la première observation. Et de la même manière, vous voyez, pour les dernières observations, j'utilise les coefficients saisonniers 3 et 4 pour calculer, y compris sur le dernier. Et j'ai ma série CVS. Encore une fois, la série CVS, peut-être que je dirais mieux comme ça, hein, je ne sais pas. Il faut repérer le trimestre et utiliser le coefficient saisonnier qui correspond au trimestre en question. D'accord? Donc, si j'observe qu'au dernier trimestre, je suis 144,5% au-dessus, je ne sais pas si je les ai mis en pourcentage, j'aurais peut-être pas dû mettre en pourcentage là. C'est 44,5% dessus, je ne sais plus si c'est 144. Je prends la moyenne des deux et c'est ce que j'applique pour trouver mon résultat. Maintenant, bah, une fois que j'ai fait ça, et on va pouvoir faire la pause, et ben, je peux tracer ma courbe CVS. Ma courbe CVS, je peux la tracer sur le dessin. La courbe CVS, c'est celle-là, c'est la bleue. C'est XT CVS. C'est XT purgé de l'effet trimestriel qui correspond au trimestre à lequel on est. C'est la courbe bleue. D'accord? Vous voyez bien son effet, c'est que on a vu qu'au premier semestre, on était tout le temps en dessous de la tendance. Donc évidemment, si on purge, ça conduit à augmenter la valeur. D'accord? Et donc c'est comme ça qu'on l'a construite. Comment on interprète cette courbe? Cette courbe, elle a enlevé les variations saisonnières. Elle nous permet de comparer une année sur l'autre en purgeant l'effet saisonnier. D'accord? Donc, quelle forme a-t-elle? Bah, ce qu'on voit, c'est que, qu'est-ce qu'il y a dans cette courbe? Bah, dans cette courbe, il reste évidemment une tendance et un cycle. Donc, vous pourriez me dire la chose suivante, c'est que, évidemment, la courbe rouge, il y a un mouvement dedans qui est un mouvement des saisons, mais qui se mélange avec un mouvement des cycles, ou un mouvement aléatoire. D'accord? Dans la courbe bleue, vous voyez, vous avez enlevé l'influence du mouvement des saisons. Vous avez enlevé l'influence du mouvement des saisons. Donc il reste la tendance et puis du cycle. Vous voyez bien que la courbe bleue, elle bouge aussi beaucoup. Hein, d'accord? Donc ça veut dire que les évolutions, les fluctuations de la série sont évidemment liées aux saisons. Il y a des effets saisonniers, mais ne sont pas liées qu'aux effets d'évolution des saisons. Puisque
une fois qu'on a enlevé les saisonnalités, il nous reste quelque chose qui n'est pas de la saison, mais qui est de la tendance qu'on a déjà calculée, mais du cycle aussi. Des éléments qui sont des éléments qu'on n'a pas réussi à prévoir, qui n'est pas systématiquement lié au passage des saisons. D'accord? Et c'est ce qui est capturé par la série bleue. La série bleue, elle est CBS. C'est exactement ce qu'on fait. L'INSEE fait exactement ça. Quand on calcule un chômage corrigé des variations saisonnières, ou un PIB corrigé des variations saisonnières, ou une consommation mensuelle des ménages corrigée des variations saisonnières, c'est qu'on sait très bien que les gens consomment plus au mois de décembre qu'au mois de septembre. Non, en septembre, c'est la rentrée, donc ils consomment beaucoup. Qu'au mois de mai ou d'avril. Donc, si on veut comparer les évolutions mois après mois, on est bien obligé de faire cette correction. Et cette correction, qu'est-ce qu'on fait? On regarde de combien en moyenne il y a une surconsommation au mois de décembre, et on l'enlève. D'accord? C'est exactement ce que j'ai fait ici. Et c'est ça la série corrigée des variations saisonnières. Pour le chômage, c'est aussi un problème important. Donc c'était ça l'objectif de l'exercice. Bon, je vous propose qu'on prenne 5 minutes de... Ouais, parce qu'on a un programme qui est super chargé. Ouais, 5-7 minutes. Je savais qu'on dit ça à 10 minutes. Il est 11h. Ça va, vous pouvez quand même soutenir la tension pendant... Bon. C'est un retour du médecin. Bon alors. Heureusement le technicien n'a pas vu ça. Bon, je reprends. Juste pour finir là-dessus, parce qu'on va aller vite après au TD, mais comme on m'a posé une question à la pause, je vous dis que certainement il y a un point qui n'a peut-être pas été totalement compris. Hein. On est d'accord que le coefficient saisonnier, S, il s'applique à chaque trimestre. Donc il est calculé sur les 2 années, là, sur 3 années, enfin sur 2 années en fait, puisqu'on a très très peu de données. Mais son idée, c'est que c'est un truc qui revient chaque trimestre. On l'a calculé comment? Pour le premier trimestre, on a observé que sur les 2 années où on avait les données, donc il n'y a que 2 années, hein, c'est 2009 et 2010, on a observé que c'était 50%, on était 50% en dessous la première année, d'accord, en dessous de la moyenne, et on était 40% en dessous de la moyenne la deuxième année. Donc on a pris la moyenne des écarts, et on a dit en moyenne, au premier trimestre, on est 45% en dessous. D'accord? Au premier trimestre, on est 40% en dessous. Donc ça veut dire que le S1, ce que j'ai appelé le S1, c'est l'effet saisonnier du premier trimestre, c'est moins 45%. Ou le coefficient multiplicateur associé, c'est 0,55, puisque ça veut dire que le niveau, il est à 0,55% de la tendance. Il est moins 45% de la tendance. On a fait la même chose, ça c'est vrai pour le premier trimestre, on a fait la même chose pour le second, pour le troisième et pour le quatrième. Maintenant, comment on utilise ça? Mon idée, c'est que si je prends le premier trimestre, j'ai 3 données de premier trimestre, d'accord? Alors évidemment, vous allez me dire, mais en fait, le coefficient, vous l'avez calculé qu'à partir des 2009 et 2010. Mais justement, moi, l'hypothèse que je fais, c'est que cet effet saisonnier, il revient de la même manière chaque année. Donc, bien sûr, je peux l'utiliser aussi, même si je ne l'ai pas calculé avec, et j'allais dire même surtout parce que je ne l'ai pas calculé avec, je peux l'utiliser aussi pour désaisonnaliser la série, y compris en 2008. Comment je fais? Je prends la valeur en 2008, premier semestre, d'accord? Et ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, on est 45% en dessous. Donc là, je vais prendre la valeur, 30, et je vais la diviser par quoi? Je vais la diviser par 1 moins 0,45. C'est-à-dire, je vais la diviser par 0,55. Et je trouve 66,66, c'est-à-dire la série CBS. Je fais ça pour toutes les valeurs. Quel rapport cela a-t-il et comment ça doit se comprendre mathématiquement? Ça me semble être un point aussi important. C'est que je suis parti de cette idée-là. J'ai dit, on va décomposer la série de manière multiplicative. On est OK? C'était comme ça que j'avais défini les choses. D'accord? Vous voyez que faire le CBS, ça revient typiquement pour le premier trimestre,
à considérer que le S1 vaut moins 55%, parce que moins 55%, c'est la moyenne des écarts au premier semestre, d'accord? Et faire la CVS, ça revient juste à faire passer, à faire comme s'il n'y avait pas de saisonnalité. Corriger des variations saisonnières. On veut la corriger des variations saisonnières. Donc faire comme s'il n'y avait pas de saisonnalité, c'est diviser par 1 plus S T, qui correspond au trimestre en question. Donc ce que je fais, c'est que je prends la valeur du premier trimestre, d'accord, 0,45, et je divise XT par, pas 0,45, mais ça sera 1 plus ST, donc c'est 0,55, pardon, désolé pour cette erreur, je divise par 0,55, et j'obtiens un résultat. Et mathématiquement, bien sûr, vous voyez, ça c'est le résultat mathématique, c'est que la série corrigée des variations saisonnières, par définition, et c'est pour ça que j'ai fait ma décomposition, je lui ai enlevé la composante saisonnière. Donc, dans cette série, il ne reste que deux composantes, la tendance et le cycle. C'est bien ça, j'ai enlevé la saisonnalité. D'accord? Je vais corriger les variations saisonnières. Donc, commentaire suivant consiste à dire, ok, c'est la série bleue. Donc effectivement, regardez, au premier semestre, elle est toujours, au premier semestre, elle est toujours au-dessus de sa tendance. D'accord? Non, elle n'est pas toujours au-dessus, elle est toujours au-dessus de sa valeur. Il multiplie la valeur par le coefficient. Donc ça marche, évidemment, c'est ce qu'on a fait à tous les semestres. C'est pour ça que là, il y a un écart qui est tout le temps positif. Vous voyez que si vous regardez la série bleue, vous voyez que la série bleue, elle a beaucoup de variations, mais qui ne sont plus des variations liées aux saisons, qui sont des variations liées à autre chose, qui sont des variations liées au cycle. D'accord? C'est ça le principe de la correction des variations saisonnières. Donc c'est bien ce qu'on a voulu faire. C'est normal que la série bleue, elle bouge. Elle bouge, mais dedans, il n'y a plus le mouvement des saisons. Des fois, elle peut même plus bouger que la série rouge. Les saisons peuvent venir stabiliser les mouvements, c'est rien. D'accord? C'est pas choquant qu'elle bouge. Ok? Donc c'était un peu un exercice. Pourquoi c'était un peu un exercice? Parce qu'on a très peu de données. On a choisi un modèle multiplicatif, on ne sait pas trop pourquoi. On a mis une tendance moyenne mobile. On l'a fait, voilà, on ne sait pas non plus trop pourquoi. Et puis après, on a pris une moyenne arithmétique que sur 2 ans, on a l'impression que tout ça est assez faible. D'accord? Mais si on avait plus de données, on aurait pu le faire plus proprement. Mais c'est un exercice. D'accord? C'est juste pour ça qu'on l'a fait de cette manière-là. Ok. Donc on peut passer ensuite au TD4. Je vous rappelle que le TD4, nous avons que cette semaine et la semaine prochaine pour le faire. Enregistrement automatique. Il est où? Voilà. Ah non, TD. Il est où? Ah, il a disparu. Ah non, il est là. Ah non? Ah, il me l'a enregistré de manière automatique. Pourtant, c'était pas le DE4, c'était le DE3 aujourd'hui. Pourquoi il me l'a enregistré? Ok. Bon, c'est pas grave. Tout problème a sa solution. Ah, on dirait qu'il n'est pas content quand même. Oula. Ça, c'est quand on est exposé aux technologies. Hein. Quand on est exposé aux technologies, on ferme le programme et on le réouvre. Open board. Ne perdons pas de temps. Ok. Open board. Il n'a pas l'air content du tout, mon ordinateur. Pourquoi il lance pas Open board? Parce qu'il n'est pas content. Hein. Parce qu'après, sinon après l'étape suivante, c'est d'éteindre et de réallumer l'ordinateur, ce qui est beaucoup plus embêtant. Bon, ok.
OpenBoard ne peut pas marcher. Donc on va essayer de s'en passer. C'est quand même embêtant. Pourquoi il ne peut pas se passer? Ah, ou alors je peux le faire là-dessus. Ah oui, tiens, je vais le faire là-dessus. Ok. On va utiliser un autre outil, qui est moins bien. Et pourquoi il n'est pas content? C'est une version évidemment que j'ai payée, hein. C'est une version officielle, hein. C'est pas... Ne pensez pas que j'installe des trucs sur mon ordinateur qui sont dans lesquels je ne paye pas. Ah oui. Ok. C'est terrible quand on devient comme ça dépendant de technologie. Ah tiens, il est revenu mon OpenBoard. Il est revenu mais il n'est toujours pas marché. Ah, non. Ah si, ça y est, importé. Ok, donc c'était aujourd'hui, on est le combien? DE4. DE4. Ça m'en fait des fichiers. Bon, c'est bon, je crois que ça va aller. Non, il n'est pas content. Ah bah si, c'est là. Ok, c'est bon. Ok, super. Donc, DE4. Alors, vous savez que moi je suis un peu en retard. Hein. Je suis en retard sur Patricia Levinsky parce que je suis trop bavard, on n'avance pas. Et donc j'ai commencé le chapitre 4 mardi dernier. Patricia, je pense, a dû déjà bien avancer puisque vous avez eu cours avec elle hier. D'accord. Donc du coup, pour essayer de combler pour les gens qui sont avec moi dans la division 3, il y a des gens qui sont dans la division 3 ici ou pas? Ah non, il n'y en a aucun. Bon, très bien. Donc du coup, c'est bien comme ça. Vous avez vu le mode, la médiane en cours, tout ça, vous l'avez déjà vu ou pas? Ah, vous l'avez vu? Ok. Bon, très bien. Donc on va commencer par l'exercice 1, d'accord, mais on va plutôt commencer par l'exercice 1, la question 4, parce que c'est une bonne manière d'introduire les choses. Donc on la traite avant la question 1, 2, 3, on fera la question 1, 2, 3 après. Donc le tableau suivant présente les dividendes en unités monétaires par action versée par une entreprise à ses actionnaires chaque année entre 2000 et 2015. Ok? On est d'accord que le dividende, c'est une variable de stock de flux? Ouais, ça dépend si le dividende est versé en une fois ou en deux fois, d'accord. Si on le verse en une seule fois, ça sera un stock parce qu'on le verse en une fois, donc on observe le jour où on l'observe, d'accord. Mais s'il est versé deux fois dans l'année, ça va se sommer, donc ça va être un flux plutôt. Et qui, en s'accumulant, fait un stock. Là, c'est le dividende annuel, donc c'est ce qu'on a constaté à la fin de l'année. Donc, on a des données et la variable statistique qu'on étudie, est-ce qu'elle est quantitative, qualitative? Elle est quantitative, d'accord? Est-ce qu'elle est discrète ou est-ce qu'elle est continue? Quantitative, c'est que c'est un nombre. Ça, c'est un nombre. Hein. Ici, c'est voilà, c'est la réalisation de la variable. Donc, la réalisation de la variable, j'appelle ça, je sais pas, xi, d'accord? C'est la valeur qui est prise, hein, donc selon certaines modalités. Et ça, c'est pris à la date t, quoi. Ok? Maintenant, vous pourriez me dire, un dividende, c'est quelque chose qui est mesuré en euros, voire même en centimes d'euros.
Donc, moi je dirais c'est une variable qui est quantitative et plutôt continue. Le problème, c'est pas comme le nombre d'enfants, on est d'accord. L'entreprise elle peut choisir de verser 2,4 € si elle veut. Donc c'est pas une variable discrète, c'est plutôt une variable qui continue. Le problème c'est que dans les données qui nous sont présentées, on nous présente des données comme si on n'avait pas le droit de verser des dividendes autrement qu'avec un entier. Donc effectivement, de ce point de vue-là, dans la manière dont les données sont présentées, elles semblent être discrètes. Je pense que c'est juste parce que c'est un exercice. Donc si on vous posait cette question-là, je serais bien gêné de pouvoir y répondre. Pour moi, elle est continue, mais comme très souvent, on représente toujours une variable continue en la mettant dans des intervalles de variation. D'accord, on va dire, c'est entre 2 et 3 € de dividendes. Après, c'est une question de précision dans l'analyse. C'est juste pour essayer de comprendre comment tout ça a été fait. Donc, on va organiser les données de manière à pouvoir analyser cette distribution et représenter-la graphiquement. On est d'accord que ce qu'on nous demande de faire ici, c'est on a certaines valeurs qu'on peut appeler modalités de réalisation. Et ces modalités de réalisation, on les repère en regardant quoi? En regardant le max et le min. Le max ici de la valeur, c'est 0 en 2011, d'accord? Non, c'est le min, pardon. Et ça, le max, c'est en 2012, c'est 8, d'accord? Donc les valeurs possibles, comme c'est que des entiers, c'est comme ça qu'est présenté le tableau, mais encore une fois, c'est parce qu'elle est discrète, mais en même temps c'est un peu étrange parce que c'est bien une valeur continue. Ça va de 0 à 8, d'accord? Donc là, on va mettre le max, le min, puis là, on va mettre le max. Ensuite, dans ce tableau, on a évidemment, ce que l'on va faire, c'est que pour chaque modalité possible, on va recenser le nombre d'observations. En fait, on est en train de construire un diagramme de barre, ou un histogramme, pour repérer le nombre de fois où la valeur prend la valeur 0. Le nombre de fois où elle a pris 0, 1. Le nombre de fois où elle a pris la valeur 1, 4. Le nombre de fois où elle a pris la valeur 2, 3. C'est ça? 4, ok. Le nombre de fois où elle a pris la valeur 3, 5. Le nombre de fois où elle a pris la valeur 4, 0, 0, 0, 0, 1. Ok? Si on fait ça, on voit que ce qu'on obtient à la fin, là, c'est le nombre total d'observations, puisque là, on a recensé toutes les observations. L'observation correspond évidemment à la variable. On a décrit toutes les modalités possibles, donc si on somme tout ça, on obtient toutes les observations. Donc ça, c'est la manière de représenter les choses. Évidemment, ce que l'on peut faire également, c'est le représenter en termes de fréquence. Vous voyez que quand on fait ça, quand on passe du tableau qui est au-dessus au tableau qui est en bas, on perd quelque chose de fondamental. C'est l'ordre de la série, l'ordre en termes de série temporelle. C'est pas indifférent quand on analyse une série, le fait de savoir que les variables se succèdent. Ici, en remplissant ce tableau, on fait comme si, en fait, l'ordre n'importait pas, d'accord? C'est l'analyse qu'on fait à ce moment-là. La fréquence, c'est quoi? La fréquence, c'est simplement exprimé en pourcentage. Comment? Comment ça, il y a 2 zéros? D'accord. Donc ça marche, hein, ça somme bien, ça fait bien 2 plus 4, ça fait 6, 10 et 1, 16. D'accord? Ok, excusez-moi. Donc 0, c'est quoi la fréquence qui est associée? Ça revient 2 fois sur 16. D'accord? Ça revient 2 fois sur 16. Et donc la fréquence, c'est simplement 2 16e qui est égal à 2 16e, c'est égal à combien? 12, non c'est ça, c'est 1 8e, donc c'est 12,5%. La fréquence s'exprime en pourcentage, d'accord? Ici, c'est dans 1 cas sur 4, puisque c'est 4 sur 16, donc ça va faire 25%, d'accord? Là, ça va faire aussi 25%, puisque c'est 4 fois, donc ça correspond à 1 quart des possibilités. Là, c'est 5. 5, ça fait 31,25. D'accord? Et puis là, c'est 1, c'est 6,25, puisque c'est 1 16e. Ok? Donc évidemment, là, c'est 0%, 0%, 0%, 0%, 0%. Donc la notion de fréquence, c'est bon, vous avez compris. On a rapporté ça à la taille d'effectif. C'est une autre manière d'expliquer la répartition des valeurs. D'accord? Évidemment, vous vérifiez que la somme des fréquences est égale à 100%. Ok. Donc avant de remplir la dernière colonne,
on peut peut-être répondre à la question, réorganiser les données de manière à pouvoir analyser cette distribution et représenter-la graphiquement. Donc, pour la représenter graphiquement, on va construire quoi? On va construire deux courbes. On va construire un diagramme en barre ou un histogramme, d'accord? Donc c'est ça qu'on veut nous faire faire. Alors, je ne sais pas, il y a une différence entre les deux. Hein. Histogramme, diagramme en barre. D'accord? Donc comment on le fait? Je l'ai fait là. J'ai repris, je l'ai mis dans Excel. D'accord? J'ai mis mon tableau dans Excel. J'espère que je ne me suis pas trompé. Hein. J'ai fait ça ce matin. Donc j'ai fait ça. Et puis après, ce que je fais, c'est que ici, je mets toutes les valeurs possibles. Donc de 0 à 8. Tout se passe effectivement comme si c'était discret en fait. Hein. C'est continu, mais en fait on le traite comme si c'était discret. Là c'est 0, 1 euro, 2 euros, 3 euros. Là il ne se passe rien, mais je le mets quand même parce que je veux. Il y a un ordre qui importe, hein. C'est comme le nombre d'enfants. Enfin, je veux dire, c'est pas la couleur des yeux qu'on regarde, c'est un chiffre, hein. C'est quand même une donnée quantitative. Donc c'est pas indifférent bien sûr de savoir que à 4, 5, 6 et 7, il y a 0. Et je le représente bien dans l'axe pour dire, bah là en fait il n'y a rien, quoi, d'accord, puisqu'il n'y a pas de réalisation. Et puis ensuite, je comptabilise le nombre d'observations qui correspond à chacune. Donc ça me fait 2 pour 0, 4 pour 1, 4 pour 5, 4 pour 2, 5 pour 3, et puis le dernier. D'accord? Donc là, ce que je viens de tracer, en fait, c'est un diagramme en barre. Ce que je peux également tracer, c'est... donc ça, c'est un diagramme en barre. D'accord? Et vous voyez que le diagramme en barre, il me donne... Alors, ici, je l'ai mis en termes de nombre d'observations. On est d'accord que j'aurais pu le mettre en termes de fréquence. C'est juste un changement d'échelle, d'accord? Puisque A1, ça correspond en fait à 6,25%, A2, 12,5%, A3, etc., A4, 25%. Donc, je peux l'exprimer en termes de nombre d'observations ou de fréquence. Ça sera la même chose, c'est juste un changement d'échelle, on est d'accord? Bon. Donc, quand je fais le diagramme en barre, je prends en fait ce que j'ai représenté ici. J'ai pris si j'appelle x les valeurs possibles, d'accord, on peut voir ça un peu comme une espèce de fonction de x. N de x, c'est le nombre de fois. En anglais, on aime bien mettre un nombre là. Donc les anglo-saxons, ils aiment bien même pour mettre nombre de fois, ils aiment bien mettre un signe dièse comme ça. C'est le nombre de fois où la variable générale qu'on pourrait appeler x prend la valeur x. D'accord? Donc x, c'est ce qu'on étudie, c'est pour ça que je le mets en majuscule, et le n de x, c'est le nombre de fois où la variable x prend vaut 2, vaut 3, vaut 4, etc. D'accord? C'est ça. Maintenant, à partir de là, on peut aussi construire une autre fonction qui est basée sur la fréquence cumulée. La fréquence cumulée, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cumuler les fréquences. Donc on va les sommer. On va prendre 12,5, d'accord? Là on ajoute 25%, on obtient 37,5%, etc. Et si on les somme, évidemment, pour la dernière valeur, on prend 100. Cette courbe de répartition, c'est quoi? C'est le nombre de fois, je mets ça, un signe dièse comme ça. Le signe dièse, c'est pas un signe mathématique, hein, c'est un signe que je viens d'inventer ici pour vous expliquer, pour éviter de dire nombre de fois où. C'est le nombre de fois où la variable, c'est un peu plus rusé, sauf que ça peut être exprimé en pourcentage, d'accord? C'est le nombre de fois où la variable x, grand X, est inférieure à petit x. Donc ici, par exemple, vous voyez, 37,5% des cas, c'est quoi? Ça veut dire que 6 fois sur 16, le dividende, il est inférieur ou égal à 1. Inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire qu'il vaut 0 ou 1 ici, hein, d'accord? Donc, quand je cherche la fréquence cumulée, là, ou j'aurais pu faire le nombre d'observations cumulées de la même manière, je l'ai fait en termes de fréquence. Vous voyez que quand j'additionne 2 plus 4, j'obtiens le nombre de fois où le dividende est inférieur ou égal à 1. Si je fais 2 plus 4 plus 4, j'obtiens le nombre de fois où le dividende est inférieur ou égal à 2, 10 fois. Si je fais 3, etc. Et en faisant ça, je construis une fonction qu'on appelle la courbe ou la fonction courbe
ou fonction de répartition. Je vais vous expliquer pourquoi elle est utile après. D'accord? Vous avez compris, pour faire cette courbe ou fonction de répartition, il suffit juste que j'empile. Le nombre de fois où le dividende est inférieur ou égal à 8, c'est 16, dans 100% des cas. D'accord? Donc, en faisant ça, je construis une autre courbe qui est juste, pour ceux qui aiment un peu la technique, une espèce d'intégrale. En fait, la somme, je somme les différentes barres, là, d'accord? Je les somme, et puis j'avance, et au bout, effectivement, j'obtiens 100%. Vous voyez que pour, évidemment, comme ici, à 4, 5, 6, etc., rien ne s'ajoute, on reste toujours à 93,75, d'accord? Plein de fois. Et puis c'est juste à la fin qu'on augmente. Cette manière de représenter les choses, ça c'est construire un histogramme ou un diagramme en barre, et ça c'est faire une fonction de répartition. J'ai représenté ici la fonction de répartition, pour mieux l'interpréter, d'accord, avec des points en termes de fréquence cumulée. Donc on est d'accord que là la première valeur c'est 12,5, 37,5, etc. Ok? C'est tous les points. Et puis là, elle reste à 92,5, et puis le dernier, si ça monte à 100%. Évidemment, ça ne va pas aller plus haut que 100%, puisqu'on a tout décrit, on a pris le max. Ce qui est intéressant dans cette courbe, c'est que, regardez, si je la prends au sérieux et que je dis, cette fonction de répartition, c'est le nombre de fois où la fréquence, où la variable x prend une valeur inférieure à petit x. En fait, vous voyez bien que ce qui se passe, c'est que là, j'ai mis des points. D'accord? Je vais représenter par les points. Mais si vous le faites au sens strict du terme, vous allez dire, mais regardez, en fait, ce qui va se passer, c'est que le nombre de fois où le dividende prend une valeur inférieure à 0,5, à 50 centimes, bah, c'est la même chose, en fait, ça reste plat comme ça ici. Et quand on atteint 1, boum, ça saute. Ce que j'explique ici, c'est que si je prends au sérieux la définition, je dis x égale, je sais pas, par exemple, vous prenez ce point, c'est 80 centimes. Le nombre de fois où le dividende a été inférieur ou égal à 80 centimes. Bah, comme il n'y a jamais eu 80 centimes, c'est 0. Et comme il n'y a jamais de valeur entre 0 et 1 et 2, entre 0 et 1, en fait, la courbe elle est plate. Et quand on arrive à ce point-là, subitement, boum, juste avant 1, c'est toujours plat, à 0,90 toujours plein, et tchac, là ça saute, ça monte. Et on obtient ce point. Parce que là, on est inférieur à 1. Et donc ce point, c'est 37,5. Et vous voyez que le raisonnement que je viens de faire, je peux le refaire à chaque fois. Ici, c'est exclu. Là, ça saute. On arrive là. Okay. Ah, 11h36. Ok, donc ici on saute, d'accord, et donc là je peux faire exactement la même chose. On saute, etc. Et là vous voyez que quand on est là, par contre, on reste plat jusqu'à ce point-là, jusqu'à là, et là on ressaute, et ça se termine. D'accord? Ici, la variable, en fait, elle est en quelque sorte un peu discrète, même si elle pourrait être continue, mais elle est discrète. Et quand on est avec une variable discrète, on a ce genre de phénomène. C'est-à-dire que, imaginez que ce ne soit pas des dividendes, mais que ce soit des nombres d'enfants. Ce sera le cas d'exercice d'après. Une famille ne peut pas avoir 1,4 enfants. Une famille, elle a soit un enfant, soit deux enfants. Donc évidemment, quand vous construisez cette fonction de répartition, d'accord, vous voyez bien que vous ne pouvez pas faire comme si il y avait des familles qui avaient 1,4 enfants entre ceux qui ont 1 et 2. Donc il y a ce type de saut. Ce qui caractérise une variable discrète ici, c'est que la fonction, elle est en escalier. D'accord? Elle est en marche d'escalier. Elle fait tchac, 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 tchac. Quand c'est continu, donc elle a des trous, d'accord? Elle a des trous, elle est discontinue, on dirait mathématiquement. Elle est discontinue. Ok? Mais ça, c'est lié au fait que, ici, il se trouve que c'est des entiers naturels et que la variable, même si elle devrait être continue, elle est discrète. Donc, on n'a pas envie de rejoindre. Vous voyez,
Ce que j'aurais pu faire alternativement, c'est de rejoindre ces points par des droites. Ben non, j'ai préféré faire des barres d'escalier parce que j'ai pris au sérieux la définition. Combien il y a eu de fois où le dividende était inférieur à 7,8? Eh ben, 15 fois, d'accord? Pas autre chose. Donc, je l'ai calculé de cette manière-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous pose aussi comme question? Donc, on a deux manières de représenter la série, soit en termes de fréquence cumulée, c'est ce que je viens de faire ici, alors en liant les points, c'est peut-être un peu, voilà, soit en termes de diagramme de barre, et ça exprime la même chose, d'accord? Alors, on va voir après pourquoi on utilise cette manière de faire, puisque on nous demande de calculer la moyenne. Comment on fait pour calculer la moyenne? Pour calculer la moyenne, on va prendre les observations ici et on va prendre les fréquences. La moyenne, on pourrait la calculer simplement en faisant 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus machin, etc. Directement à partir de la série temporelle. Ça serait tout à fait juste et on obtiendra le résultat. Mais en fait, ce n'est pas la réponse attendue. Ce qu'on veut, c'est qu'on réponde à cette question à partir de ce tableau. Vous voyez que la fréquence, elle nous donne la pondération de l'observation dans la moyenne. Donc, l'idée, ici, c'est d'utiliser le tableau des fréquences pour faire une moyenne qui soit pondérée par les fréquences. Donc, on ne va pas faire une moyenne sur la série temporelle, on aurait pu le faire, mais puisqu'on a calculé les fréquences, peut-être que ça vaut le coup d'utiliser les fréquences plutôt que de faire la moyenne. Bon, je ne sais pas, c'est une question presque... Mais vous voyez que dans Excel, il y a une manière de faire ça, c'est la fonction qu'on a appelée SUMPROD. Vous allez faire le SUMPROD de ça, d'accord, de ça, avec le SUMPROD des fréquences. J'avais bien aimé aussi, moi, dire, en fait, vous allez faire un produit scalaire. Vous allez combiner les fréquences de notre petit f, vous allez les combiner avec les observations par un produit scalaire. D'accord? Puisque vous allez accorder, vous allez mettre un poids de 12,5%, de 0,125 à 2, de 4 à 25%, etc. Et vous allez calculer de cette manière-là. Combien vous trouvez? Vous l'avez fait? Ça, c'est la moyenne. Vous l'avez fait ou pas? Vous ne l'avez pas fait? Moi non plus. Sauf que si, moi je l'ai fait. Mais je ne l'ai pas fait comme ça, je ne l'ai pas fait comme ça. Je prends... Ah mince. Alors là, vous découvrez tous les mails que je reçois, c'est pas... Ah, mais c'est quoi ça? Ah oui, c'est parce que... Ok. Ah. Bon. J'aurais pas dû y toucher. Hein. Là, j'aurais pas dû regarder sur Excel. Parce que là, je l'ai perdu. Il est où mon truc? Ah oui, il y a un truc comme ça, il y a une touche comme ça sur... Ah, ça revient. Il est là, heureusement. Ok, il est là mon Excel. Donc je fais un petit fichier que j'ai appelé TD4 étudiant, d'accord, dans lequel j'ai mis mon petit tableau, c'est ce que j'ai fait ce matin. D'accord, c'est ce tableau-là. Donc comment j'ai fait la moyenne? La moyenne, j'ai pris le SUMPROD des observations, donc de B6 à J6 à J5. Bien sûr, je n'ai pas mis le total au bout, hein, parce que là, j'aurais fait une faute grave, d'accord? Et je l'ai combiné avec les fréquences, d'accord? Et la moyenne, c'est le SUMPROD de B6 à J6, les fréquences combinées avec les valeurs B4 jusqu'à J4, d'accord? Et j'ai trouvé 2,1875, ok? J'ai trouvé 2,1875. C'est bon? Maintenant, le problème que j'ai, c'est que 2,1875, vous voyez tout à l'heure, je me suis acharné à ouvrir des open boards, du coup j'en ai ouvert 4. La moyenne, donc c'est 2,1875. Vous voyez que la moyenne ne correspond pas à une valeur réalisée, bien sûr. C'est comme quand on dit la famille moyenne en France a 2,3 d'enfants. Peut-être remarque à faire. On nous demande ensuite
de calculer le mode. C'est quoi le mode? On fera la médiane après. La médiane, c'est un peu plus compliqué. C'est quoi le mode? C'est la variable qui va apparaître plus. Donc le mode ici, c'est 3. Mode égale 3. C'est le truc le plus fréquent. 3. En général, c'est pas très intéressant de regarder le mode. On va voir un exemple tout à l'heure, peut-être que tu verras, c'est intéressant. Si vous calculez le mode d'un groupe de TD, qu'est-ce que ça vous apporte? C'est pas très, très intéressant. Bon. La médiane, c'est quoi? La médiane, c'est la valeur de la variable qui va couper l'échantillon en deux parties égales. Où il y aura autant de fois on sera au-dessus qu'en dessous. D'accord? C'est ça la médiane. La médiane, c'est qui l'étudiant médian dans un groupe de TD? C'est quoi la note médiane dans un groupe de TD, pardon? C'est la note où vous avez autant d'étudiants qui sont en dessus que d'étudiants qui sont au-dessous. D'accord? Vous voyez que si vous avez un groupe de TD qui est pair, c'est un peu compliqué. On est d'accord? Si vous avez 30 étudiants dans le groupe de TD, vous avez deux parties égales, 15-15. La médiane, c'est classer les étudiants dans l'ordre et vous prenez le 15e. Le 15e ou le 16e, le 14e, je ne sais pas trop. Si vous avez 31 étudiants, c'est plus simple. Prenez le 15e, le 16e, vous avez 15 qui vont au-dessus, 15 qui vont en dessous. Donc, une fois la médiane, si vous avez un nombre impair, il y a peut-être un petit problème technique, mais c'est juste un petit problème pas très intéressant. D'accord? Parce que, en fait, bien sûr qu'on peut quand même calculer une médiane. Quand je dis la moitié, c'est à peu près la moitié. Vous avez compris ce que c'est la moitié de la médiane? C'est que, typiquement, vous allez classer les données dans l'ordre, vous allez classer, pardon, les jours dans l'ordre, les étudiants dans l'ordre de réussite, ok? Et vous allez regarder la note de celui qui est au milieu. C'est la médiane. Donc la technique, elle est simple. Cette technique, c'est exactement celle qu'on a fait avec la fonction de répartition, et c'est pour ça que je l'ai calculée. Quand vous regardez là, vous allez dire, mais elle est où la médiane? Vous la voyez? Elle vaut combien la médiane? 2. Ok? 2. Si vous la regardez là, vous dites, mais la médiane, c'est très simple sur ces dessins. La médiane, elle correspond à un point où 50% des gens sont au-dessus et 50% des gens sont en dessous. Donc, pour avoir la médiane, il suffit juste de regarder la valeur de x. La valeur de x, il suffit juste de regarder la valeur de x qui coupe l'échantillon en deux. Et c'est pour ça que la courbe des fréquences cumulées est intéressante. Parce que la courbe des fréquences cumulées, elle vous permet tout de suite de déduire la médiane. Vous partez de 50%, d'accord? Et vous regardez à quelle valeur ça renvoie. D'accord? Et vous trouvez que c'est 2. Ok? Alors, en fait, vous allez me dire, mais non, il y a un trou. Et là, vous n'avez pas totalement tort. Je veux dire, j'ai fait comme s'il y avait des trous. C'est pour ça que j'ai mis des tirets. Et c'est pour ça que j'ai mis, vous voyez, j'ai mis des petits trucs comme ça pour dire, le point 1, il n'est pas exclu, c'est le point 1, il est au-dessus, il est là où il y a le point. Je dis, il y a une discontinuité. Donc, vous pourriez me répondre, mais non, la médiane, elle n'existe pas. Là, je dirais, mais c'est parce que vous êtes un esprit un peu trop mathématique. D'accord? En fait, on va dire ici que c'est 2. Mais c'est pas évident que ce soit 2, parce que vous voyez bien qu'à 2, on est à 62,50%. Donc on a un problème. D'accord? C'est un peu comme si on notait les étudiants avec 4 lettres, de A à B, C, et on dirait c'est quoi la note médiane? On compte le nombre de gens dans chacune des catégories, mais vous voyez que vous n'allez pas avoir le résultat exact. D'accord? Sauf coup de bol. Sauf coup de bol, où le groupe A, B, et encore, dans ce cas-là, imaginez que vous avez 4 groupes. Vous avez A, B, C, D. D'accord? Vous avez la moitié des étudiants qui sont en AB et l'autre qui est en CD. C'est quoi la médiane? C'est B ou C? C'est B- et C+. Je ne sais pas comment on le dit. D'accord? Donc, cette courbe, elle est utilisée ici pour calculer la médiane. Mais ici, la médiane, eh ben, comme les données sont discrètes, on n'a pas vraiment la moyenne de calculer. On y reviendra un peu plus loin après. Enfin, après, je pense la semaine prochaine, mais c'est vraiment qu'on confond ça. Ok. Suivant. Précédent. Il y avait encore des questions? Que dire de 2012? 2012, on dit rien.
J'ai un mot anglais pour ça, je ne sais pas comment dire en français, j'appelle ça un point aberrant ou un outlier. D'accord? Quelque chose qui est en dehors du truc. Mais n'oubliez pas que sur les marchés financiers, les outliers sont peut-être les points souvent les plus importants. D'accord? Donc c'est pas parce que c'est un outlier qu'il ne faut pas en tenir compte. Peut-être, si vous avez un super élève dans votre classe qui a 24 de moyenne, c'est une forme d'outlier, c'est pas très important par rapport au niveau du groupe. Mais les événements extrêmes peuvent prendre de l'importance. Donc là, c'est... je dis outlier parce que c'est un point extrême. En français, des fois, on dit point aberrant. Mais vous voyez que aberrant, c'est un peu péjoratif. D'accord? Outlier en anglais, ça veut dire que c'est un peu en dehors du truc, mais les outliers peuvent être importants. Ok, on a fini l'exercice. Je passe au suivant. Que dire de 2012? C'est 16, c'est pour ça, hein. C'est 16, c'est l'outlier, c'est 8. Bon, alors, ces questions, on peut les faire de manière... Si on s'intéresse au prix des transactions immobilières sur plusieurs années, qu'est-ce qui est le plus pertinent? Qu'est-ce qui renseigne le mieux sur l'état du marché immobilier et son évolution? Le mode, la médiane ou la moyenne? Pour vous? Le mode, bon, peut-être on peut commencer par écarter le mode. Le mode, c'est juste la fréquence le plus... Bon, le prix de l'immobilier, c'est une variable continue, quoi. Ça ne renseigne pas grand-chose de dire, oui, le mode, ça me semble, je vois pas très bien ce que ça apporte comme information. La médiane, la moyenne, elle a un problème, la moyenne. C'est que, vous voyez que la moyenne, elle peut donner beaucoup de poids. Il suffit que sur le marché de l'immobilier, il y ait quelques énormes propriétés qui ont été vendues. La moyenne, elle donne beaucoup de poids à des points élevés. Donc la médiane, elle a cet avantage, c'est qu'elle gomme l'effet des poids élevés. Si vous prenez la moyenne des revenus, c'est peut-être mieux dit comme ça, dans la moyenne des revenus, vous allez moyenner le RMiste du coin, et ils sont très nombreux, avec Madame Bettencourt qui est morte, ou avec, je sais pas, Carlos Ghosn. Vous allez les moyenner, vous allez leur donner à chacun autant de poids. Enfin, ce que je veux dire, c'est... Donc ça peut être poussé, la moyenne peut être poussée par le fait qu'il y a des revenus importants, très importants, avec beaucoup d'inégalités. La médiane, elle corrige de cet effet, parce qu'elle donne autant de poids à chaque individu. Elle vous montre où se situe le français moyen. Le français moyen, c'est plutôt le français médian, en fait. C'est celui qui est au milieu de la distribution. Hein, le français moyen, on devrait l'appeler le français médian. Donc c'est plus pertinent de regarder le français médian que le français moyen. De ce point de vue-là, si vous voulez regarder un peu l'évolution de la vie des gens de manière générale, si vous vous intéressez aux individus, et pas simplement à la somme de leur compte en banque. Donc, pour moi, je vais répondre la médiane. Mais le mode, c'est non, et la moyenne, et là, le problème, c'est que voilà, dans la moyenne, vous allez mettre les appartements très chers qui sont vendus dans le 16e arrondissement, ils vont augmenter la moyenne, donc ça va vous en haut. Entre le mode, la moyenne et la moyenne, quelle est la caractéristique de la répartition de la population selon la pointure qui est la plus pertinente à connaître pour un marchand de chaussures? C'est quoi? Lui, il doit réassortir son stock, d'accord? Donc évidemment, la moyenne, ça l'aide pas à réassortir son stock, d'accord? La médiane, non plus, il doit chercher une certaine diversité. Ce à quoi il doit le plus veiller, c'est que précisément la pointure, et c'est discret là, la pointure qui lui est plus demandée, c'est qu'il en ait plus, d'accord? Donc, finalement, bon là c'est un peu caricatural, mais c'est peut-être le mode, puisque c'est la pointure la plus fréquente. Donc, s'il devait avoir qu'une seule pointure dans son magasin, il prendrait le mode, d'accord? Puisque, au hasard, les gens qui rentrent dans son magasin, ils ne savent pas qu'il a qu'une seule pointure, donc lui, il prend la pointure la plus fréquente, le mode, d'accord? Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on gère un magasin de chaussures, mais c'était le sens de la question, elle n'est pas si stupide. Dernière question, pour inciter ses clients à acheter davantage, un magasin souhaite mener une action promotionnelle consistant à offrir un cadeau pour plus de X euros d'achat. Quelle statistique sur la valeur des dépenses par client entre le mode, la moyenne, la médiane ou la moyenne est la plus intéressante pour déterminer son montant X? À partir de quel niveau vous devez donner le truc? En fait, ça dépend ce que vous voulez faire. Je sais pas, je trouve que la question est un peu étrange, mais effectivement, moi j'ai envie de dire la médiane.
Parce que ce que vous voulez faire, c'est peut-être faire bénéficier le plus de clients possible, en même temps que ce soit ça l'objectif. Vous voulez faire bénéficier le plus de clients possible, par exemple 50% des clients de ce bon. Si vous choisissez la moyenne, vous voyez que si les gens qui ont de l'argent dépensent plus que ceux qui n'en ont pas, et donc si vous choisissez la moyenne, vous n'allez pas toucher 50% de la clientèle. En choisissant la médiane, vous contrôlez, vous allez toucher 50% de la clientèle. Peut-être que vous voudriez toucher 70%. Et c'est plus intéressant en fait de le faire au niveau de la médiane que la moyenne, parce qu'encore une fois, la moyenne, elle peut être sensible. Elle ne s'intéresse pas au pourcentage d'individus, elle s'intéresse aux individus avec ce qu'ils dépensent. Donc moi je dirais plutôt la médiane. Ok ? Le mode, non. La moyenne, non. La médiane. Bon, on a fait l'exercice 1. On passe à l'exercice 2. Ok. Dans l'exercice 2, on étudie une variable, et la variable, c'est le nombre. Voilà. La variable, c'est le nombre d'enfants par famille. D'accord ? C'est ça la variable grand X qu'on étudie. Comment ? Qu'est-ce qu'il y a ? Donc elle est discrète. Donc là, cette fois, on est d'accord, c'est une variable quantitative et discrète. Dire qu'elle est quantitative, ça veut dire que l'ordre importe, c'est que 1, 2, 3, 4, c'est pas... D'accord, c'est un de l'importance. Mais elle est bien discrète parce que là c'est un nombre d'enfants. Okay, c'est comme le nombre de voitures dans un ménage, etc. Le nombre de télé, c'est discret. Donc cette fois, elle est bien discrète. Et elle est bien discrète, non pas de manière artificielle. Elle est bien fondamentalement discrète. D'accord ? Voilà, et on nous donne la répartition. 3 années. Donc ce qu'on nous donne ici, ça c'est bien XI, d'accord ? Et ça, c'est bien les différentes modalités. C'est 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants ou plus. Donc évidemment, le problème, c'est un petit peu comme les dividendes, c'est qu'on a une catégorie qui a 4 enfants ou plus. On aurait pu choisir de mettre 4, 5, 6, etc. Mais ils ont décidé, pour présenter les données, de regrouper ça. C'est peut-être pas très respectueux pour les familles qui ont plus de 4 enfants, mais c'est une manière de présenter les données. Donc ça va nous poser un peu un problème. On a ici le nombre total de familles et on a le nombre d'enfants. D'accord ? Et le nombre d'enfants. Donc on est d'accord que si vous faites le nombre total d'enfants divisé par le nombre de familles, qu'est-ce que vous en déduisez ? La moyenne des enfants par famille. Ok ? On ne pose pas encore la question. On nous l'a posée. Donc on est d'accord que si on divise 15 203, c'est-à-dire le nombre d'enfants par le nombre de familles, et qu'on fait ça chaque année, puisqu'il va dépendre, ça c'est le nombre moyen d'enfants par famille, qui exactement comme les dividendes tout à l'heure, va être un nombre qui est un rationnel. Un élément de Q, au niveau mathématique j'entends, d'accord ? Ce ne sera pas en entier. On complète les données en disant le nombre d'enfants, moyen d'enfants par famille dans les familles de 4 enfants ou plus. Donc en fait ça c'est pour nous dire, mais attendez, en fait les enfants des familles de plus de 4 enfants, c'est pas 4 enfants, ils n'ont pas 4 enfants, ils en ont 5,31 ou 5,40. Montrer que le nombre moyen d'enfants par famille de 4 enfants ou plus vaut 5,5 en 2009. Comment on fait ça ? Regardez, prenez 2009. En 2009, vous avez combien d'enfants ? 13 760,9 enfants. D'accord ? Ça se répartit comment ? C'est 13 769 enfants. Vous avez 3 446 familles qui ont un enfant. Donc ça, voilà, ce sont les enfants des 3 446 familles en question. C'est 3 446 000 en fait, hein. C'est en milliers. Vous en avez ensuite 2 928 000 qui ont 2 enfants. Donc voilà, ça c'est les enfants des familles de 1 et 2 enfants. Et vous avez ensuite des familles, elles sont 981 500 qui ont 3 enfants. Et puis, le problème après, c'est que vous avez 275 000 familles, d'accord, qui ont plus de 4 enfants. Combien ont-elles en moyenne ? Vous ne savez pas, mais c'est bien ce que vous cherchez en fait. C'est ça la moyenne.
vous allez additionner. Donc évidemment, vous n'allez pas leur mettre 4 enfants, parce que si vous mettez 4 enfants, vous allez faire comme s'ils n'avaient que 4 enfants. Donc le nombre que l'on cherche, le nombre de moyens par enfant, de famille par enfant, c'est l'endroit où j'ai mis le point d'interrogation. Là, vous savez que c'est plus de 4 enfants, et vous allez prendre la moyenne du nombre d'enfants dans les familles de plus de 4 enfants. Et évidemment, cette moyenne elle va être supérieure à 4, puisque c'est des familles nombreuses, ils ont 4, 5, 6, 7 enfants, 8 enfants, etc. Donc c'est bien ce nombre-là qu'on cherche. Donc si vous voulez chercher ce nombre, eh ben, il faut simplement faire... il faut le calculer, je sais pas, je vais calculer. Je sais pas si c'est bien le truc que j'ai pris ce matin. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est bien ça, d'accord. Ben, vous allez trouver que si vous cherchez à résoudre cette équation, vous allez trouver que 1513,5, je vais passer à droite les termes qui sont ici, c'est égal à le point d'interrogation multiplié par 275. Donc vous en déduisez que les familles qui ont plus de 4 enfants, ils ont 1 513 000 enfants. D'accord? C'est ça qu'on a trouvé. Il reste 1 513 000 enfants sur les 13 millions qui n'ont pas 1, 2 ou 3 enfants. Donc comme elles sont 275 000, le point d'interrogation, c'est juste 1513 divisé par le nombre de familles. Elles ont 1 513 000 enfants, elles sont 275 000, d'accord? Et vous trouvez combien? 5,50. Ok? Donc la réponse, c'est 5, c'était ça, c'était 5,50. Ok? Donc c'est bien ce qu'on a obtenu. Just last question, si elle est facile. Quelle est la médiane du nombre d'enfants par famille? Je termine là-dessus. Je donne la réponse, on ne va pas trop. C'est une variable qui est discrète. Donc, regardez, vous avez 45% des familles qui ont un enfant, 38,4% des familles qui ont un enfant. Donc la médiane, elle ne peut pas être de 1, parce que 1, ce n'est que 45,4. Est-ce qu'elle peut être 2? Avec 2, si vous cumulez, vous arrivez au fait que 77,6% des familles ont moins de 2 enfants. Donc là, c'est trop élevé. Donc c'est entre 1 et 2. Mais c'est un peu bizarre comme question. Donc, dans ces cas-là, moi je vous propose qu'on mette 2. Donc ma réponse, c'est 2. Et c'est comme, le problème c'est que la fonction de répartition, elle est en marge d'escalier. C'est le même problème qu'on avait avec les dividendes. C'est que si on cherche la fonction de répartition, elle est en marge d'escalier. Et donc évidemment, en regardant 50%, vous tombez sur un trou. C'est entre 1 et 2. Et c'est peut-être plus proche de 1 que de 2, puisque 42,5% est proche de 50% plus que 77,4%. Bon, vous imaginez que la semaine prochaine, il va vraiment falloir qu'on aille très très vite. Ne vous inquiétez pas, on ira très vite. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention.